Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin hebdomadaire Infothémis du 16 janvier 2024. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons Temsuc ouvre sa cabane à sucre à l'Aniel. La Première Nation de Témiscamingue veut accueillir un projet pilote de turbine pour produire de l'électricité. La municipalité de Kipawa veut garder ouvert son bureau de la SAAC. Rouyn-Noranda va perdre son seul médecin oncologue. Le projet de gestion des déchets nucléaires à Chalk River est octroyé. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. L'entreprise qui fabrique et transforme des produits d'érable Temsuc ouvrira une cabane à sucre à l'Aniel cet hiver. Il y a quelques mois, elle a acheté l'érablière Lionel Lapierre qui comprend un restaurant de type cabane à sucre. C'est la première fois que l'entreprise, qui existe depuis plus de 25 ans, se lance dans cette aventure. Il y aura un buffet de cabane à sucre, des repas traditionnels avec un décor traditionnel également. Le propriétaire de l'érablière, Hugo Lévesque, affirme que ce sera un retour dans le temps des sucres à l'époque de nos grands-parents et de nos parents. À compter du 15 janvier, les groupes de 25 personnes sont invités à faire leur réservation pour la pré-saison. Dans un mois, les réservations seront ouvertes à tout le monde pendant la saison régulière et ce, jusqu'au 21 avril. Le propriétaire Hugo Lévesque promet une expérience authentique à ses clients avec plusieurs activités extérieures. Vous y retrouverez une belle glissade sur tube pour les enfants, un beau sentier de raquettes ainsi qu'un beau sentier pédestre pour faire du ski de fond. Une musique extérieure agrémentera votre séjour. Plein d'activités seront organisées sur place. Les gens ne viennent pas juste à la cabane, ils doivent aussi pouvoir s'amuser tout en vivant le moment cabane à sucre. Le propriétaire parle d'une offre unique en son genre en Abitibi-Témiscamingue. Selon lui, il existe une demande pour ce genre de service dans la région. La seule cabane à sucre offrant des repas en Abitibi-Témiscamingue a fermé ses portes l'an passé. On se fait appeler régulièrement pour savoir si on faisait des repas. Puis, en achetant l'érablière voisine avec le restaurant, on a décidé de le faire. Chez Temsuc, on a quand même une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine. Je pense qu'on veut faire vivre ce qui nous passionne à tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est de l'Ontario. La 8e édition du tournoi de hockey féminin se tiendra les 19, 20 et 21 janvier prochains au Colisée de Saint-Bruno-de-Guigue. Les 16 équipes se disputeront les honneurs pour remporter une victoire dans l'une des 3 catégories suivantes, soit la catégorie A, qui est la catégorie compétitive, la catégorie B, qui est la catégorie intermédiaire, et la catégorie C, qui est la catégorie récréative. Pour cette occasion, une soirée thématique western est organisée samedi le 20 janvier à 21h. Julie Duguay et Kevin Boudrias seront sur place pour vous divertir. L'entrée à cette soirée est gratuite. La Première Nation de Témiscamingue veut accueillir un projet pilote de turbine pour produire de l'électricité sur un cours d'eau situé à l'est de la réserve sur un territoire que revendique cette communauté. L'entreprise ontarienne qui fabriquera cette turbine planifie la construction d'une usine à New Liskeard en Ontario. Si la communauté accepte ce projet, la turbine servirait de démonstration pour les autres communautés intéressées par ce concept, notamment dans les régions du Grand Nord. Ce projet-là, c'est une petite partie de la solution pour être plus respectueux de l'environnement, se réjouit Sean McLaren, le vice-chef de la Première Nation de Témiscamingue. Le projet en est encore à ses débuts, mais le plan est déjà bien élaboré. Une petite turbine de moins d'1 mètre de diamètre sera installée sur le ruisseau Bryson, près de la rivière des Outaouais, à l'est de la communauté. M. McLaren explique que l'installation de cette turbine se fera à un endroit où il y aura beaucoup de courant et où ça ne gèlera pas.
l'hiver. Cette turbine fonctionne sans huile ni graisse puisqu'elle repose sur une lubrification à l'eau. Jeudi passé, une rencontre d'information a été organisée à l'Aréna de Notre-Dame-du-Nord afin de présenter les avancées de ce projet à la communauté. Si le projet va de l'avant, la Première Nation de Témiscamingue serait 100% propriétaire de cette turbine. Une étude de faisabilité est exigée avant de permettre à l'entreprise Thornton Energy d'installer la turbine. Le projet sera mené indépendamment d'Hydro-Québec. Le vice-chef avance le fait que la Première Nation de Témiscamingue veut juste créer une petite portion de la solution pour essayer d'aider notre planète. La manière dont sera utilisée l'énergie produite n'a pas encore été déterminée, mais la vente d'électricité au secteur privé est envisagée. La communauté collabore avec le Thomson Gordon Group, une entreprise de Burlington en Ontario qui produit des pièces de bateaux et d'appareils de production hydroélectrique. Cette turbine de petite taille servira surtout comme premier modèle pour l'entreprise. La turbine pourra fournir une quantité d'électricité qui répondra aux besoins d'une quinzaine de ménages. Les chefs ou les représentants pourront venir voir la turbine et discuter avec les dirigeants de la Première Nation de Témiscamingue au sujet de son fonctionnement et de sa maintenance. Il espère aussi amener des chefs des communautés isolées du nord du Canada à venir découvrir cette turbine dont l'installation se fait sur un petit cours d'eau. Les dirigeants de Témiscamingue agiront comme agents de vente pour les autres communautés et seront payés en conséquence. Selon l'entreprise, plusieurs turbines peuvent être installées sur un même cours d'eau afin d'augmenter le nombre de kilowattheures produits. Ce type de turbine est proposé comme une solution de remplacement aux génératrices à diesel. Il y a 188 communautés au Canada qui sont des utilisatrices potentielles de cette technologie. Le Thomson Gordon Group a fait l'acquisition d'un terrain de 20 000 pieds carrés dans le quartier industriel de New Liskeard, dans la ville de Témiscamingue Shores. Elle a l'intention d'y bâtir une usine pour fabriquer les turbines et ainsi se rapprocher des communautés autochtones du Nord. La construction devait initialement débuter au printemps, mais elle a été repoussée au printemps 2025. Si la première pelletée de terre n'est pas faite avant la fin de 2025, l'entente conclue avec la Ville prévoit que cette dernière pourra reprendre possession du terrain. L'agent de développement économique de Témiscamingue Shores, James Franks, se dit très favorable à l'implantation de l'usine. La municipalité de Kipawa souhaite rouvrir le plus rapidement possible son bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec. Depuis le 22 décembre dernier, les propriétaires de véhicules du sud du Témiscamingue n'ont plus accès au comptoir de la SAAC situé dans cette municipalité. Le bureau est fermé depuis le départ de l'agent qui assurait le service. Une annonce pour recruter un nouvel employé à temps partiel a été mise en ligne la semaine dernière par la municipalité. Le maire insiste sur le fait que c'est primordial pour les municipalités de Kipawa et de Témiscamingue de continuer à offrir ce service qu'il considère essentiel à la population. Il affirme également que si le bureau ne rouvre pas, les usagers devront parcourir une centaine de kilomètres pour se déplacer jusqu'à Ville-Marie. Le maire, Norman Young, mentionne son intention à se battre pour garder le bureau ouvert à Kipawa, car il considère que c'est inconcevable de le fermer. Il insiste sur le fait que la région doit être consultée sur des décisions qui concernent l'avenir des services locaux, en faisant référence au projet pilote de réduction des heures d'ouverture de la Société d'assurance automobile du Québec à Ville-Marie et à La Sarre. Depuis le 8 janvier, les deux bureaux sont ouverts 4 jours par semaine au lieu de 5 jours. Les bureaux seront fermés les lundis jusqu'au 22 mars. Il faut mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. C'est inacceptable de voir nos services diminuer autant au niveau de la SAAC que dans le domaine de la santé. Il mentionne l'importance d'avoir des services dans le sud du Témiscamingue afin d'attirer des gens à venir s'y installer. L'hémato-oncologue Samer Tapchi, le seul à Rouyn-Noranda, est l'un des seuls en Abitibi-Témiscamingue à annoncer qu'il va quitter la région.
L'annonce est d'autant plus difficile à avaler pour les patients que Rouyn-Noranda dispose d'un centre de radio-oncologie régional flambant neuf construit au coût de 48 millions de dollars. Le centre de cancérologie régional avait accueilli ses premiers patients en avril 2022, un mois avant que les résidents de Rouyn-Noranda apprennent qu'il avait proportionnellement plus de risques de souffrir d'un cancer du poumon que le reste des Québécois. La première raison de son départ est la qualité de l'air, en grande partie à cause de la fonderie. C'est un médecin spécialiste des cancers. La qualité de l'air à Rouyn-Noranda est clairement insatisfaisante. Il connaît les impacts que ça a sur sa santé et celle de sa famille, et il n'a pas envie de faire un long chemin dans notre ville. Le docteur Samer Tabchi faisait partie des 11 médecins membres du comité d'initiative médicale pour l'action contre la toxicité environnementale qui avait remis un mémoire au ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre de la consultation publique sur le renouvellement de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la fonderie Horn en octobre 2022. Aussi, avec une cinquantaine de médecins de Rouyn-Noranda, il avait écrit au premier ministre François Legault en juillet 2022 pour dénoncer l'exposition de la population aux contaminants atmosphériques issus de la fonderie Horn comme l'arsenic. Dans leur lettre, ils réclamaient que Québec applique les mêmes normes de qualité de l'air dans la ville que partout ailleurs dans le reste de la province. Les médecins affirmaient, par ailleurs, que la situation avait un impact sur l'attractivité et le recrutement de main-d'œuvre spécialisée, entre autres pour le Centre régional de radio-oncologie, dans un contexte où il est peu attrayant pour de nouveaux arrivants de s'installer dans une ville où il existe des risques significatifs pour la santé des populations. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue annonce collaborer déjà avec l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal afin de compenser les postes vacants. Le ministère de la Santé considère qu'il faut 4 postes en hématologie-oncologie dans la région. Il ne reste qu'un seul médecin spécialiste en cancérologie à Val-d'Or pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. Dr Normand Blais, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, reconnaît qu'un seul oncologue, ce n'est clairement pas suffisant. Avec le départ du dernier spécialiste en cancérologie de Rouyn-Noranda, le Dr Blais déplore une perte d'expertise pour les patients et une perte d'une ressource médicale vraiment précieuse. Le Dr Blais évoque l'idée d'instaurer des programmes de télémédecine en s'inspirant de ce qui se fait en Alberta et au Nouveau-Brunswick. On n'a pas le choix, selon lui, car l'Abitibi-Témiscamingue fait face à un problème d'attractivité. Ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'au Québec, il y a plusieurs régions qui sont dans un besoin important de plusieurs spécialités médicales, dont l'hémato-oncologie. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue assure être en processus continu de recrutement, car il ne manque pas que des hémato-oncologues. En novembre 2021, il manquait plus des 2 tiers des technologues nécessaires au bon fonctionnement du centre de radio-oncologie, ce qui a foré le report de son ouverture. Ce centre était attendu depuis des années dans la région, alors que les patients devaient parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir des soins à Montréal ou à Gatineau. Depuis 2018, à Amos, le département d'oncologie est lui aussi sans oncologue. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, pense que la situation du traitement des cas de cancer en Abitibi-Témiscamingue n'est pas hors de contrôle. Évidemment, la perte d'un spécialiste fera mal à une région éloignée déjà aux prises avec un manque de main-d'œuvre. L'Abitibi-Témiscamingue ne serait cependant pas la seule à crier famine. Selon lui, il manquerait 31 hémato-oncologues au Québec. D'après le député caquiste, c'est la future agence Santé Québec qui pourrait être la clé. Il croit que l'agence, dans son rôle d'employeur unique, pourra permettre le partage des ressources. On va sûrement faire plus de télémédecine. Daniel Bernard ajoute que le départ d'un spécialiste du cancer n'est pas une bonne nouvelle, mais qu'on demeure en Abitibi-Témiscamingue relativement bien équipé.
On est chanceux d'avoir un centre sur place comparativement à d'autres régions comme la Gaspésie ou la Côte-Nord qui n'ont pas de centre. L'important, c'est de donner le service sur place. Si le spécialiste n'y est pas à temps plein, il pourra quand même faire des zooms et le traitement sera donné ici. Près de 70 % des sentiers sont présentement accessibles en Abitibi-Témiscamingue. Les clubs de motoneige de la région mentionnent que des équipes ont travaillé jour et nuit pour surfacer les pistes. Les opérations vont se poursuivre toute la semaine et presque la totalité des circuits de la région devrait être prêts cette fin de semaine. D'ailleurs, jusqu'à dimanche prochain, plusieurs actions vont se dérouler pour sensibiliser et assurer la sécurité dans les sentiers, en lien avec la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. Il y aura donc une présence plus accrue des patrouilleurs de la Sûreté du Québec sur les pistes. En ce début de saison, les clubs de motoneigistes rappellent qu'il est primordial de demeurer sur les sentiers balisés, de ne pas s'aventurer sur les plans d'eau et de toujours respecter la signalisation. D'ailleurs, depuis quelques années, les clubs remarquent que des panneaux de signalisation sont souvent volés ou vandalisés, ce qui peut devenir très dangereux pour les usagers, mentionne le vice-président de l'Association des clubs de motoneigistes du Québec, Mario Poirier. Si des usagers remarquent que des panneaux ont été endommagés ou qu'ils sont manquants, ils sont priés de communiquer directement avec leur club de motoneige pour aviser de la situation. Les portes ouvertes des sentiers de motoneige auront lieu les 3 et 4 février partout au Québec. Héma-Québec lance un appel aux dons de sang au cours des prochains jours pour les personnes appartenant au groupe sanguin O positif et O négatif, en raison de la période des fêtes, qui est souvent une période plus difficile en matière d'approvisionnement et de la hausse des besoins des centres hospitaliers. De manière générale, la réserve de sang d'Héma-Québec est à un niveau adéquat, mais les besoins pour ces deux groupes ont augmenté en raison des conditions météorologiques des derniers jours qui ont poussé plusieurs personnes à annuler leur rendez-vous. C'est pourquoi Héma-Québec invite les donneurs et donneuses qui ne peuvent respecter leur rendez-vous à prendre le temps de l'annuler afin de libérer les plages horaires pour d'autres personnes. De plus, Héma-Québec fera preuve de la plus grande flexibilité possible pour les donneurs et donneuses appartenant aux deux groupes visés se présentant sans rendez-vous ou en centre ou en collecte. Chaque don compte car il peut sauver 3 vies. Il est possible de prendre rendez-vous sur le web à l'adresse jedonne.héma-québec.qc.ca ou en téléphonant au 1-800-343-7264. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du service à la clientèle donneur au 1-800-847-2525 ou de consulter le site web d'Héma-Québec. L'immobilier a vécu une année 2023 mitigée en Abitibi-Témiscamingue, mais la hausse des taux d'intérêt n'a pas eu un effet dévastateur sur le marché. Les ventes du secteur résidentiel ont vécu une diminution pour une 3e année consécutive. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec recense 1143 transactions dans la région, une diminution de 9 % par rapport à 2022. Si Val-d'Or s'en tire plutôt bien avec une baisse de 4 % des ventes, le marché est plus lent à Rouyn-Noranda où la chute se chiffre à 12 %. La région s'en est plutôt bien tirée par rapport au reste du Québec, affirme Robert B. Brière, directeur de la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue. Le principal impact de la hausse des taux d'intérêt et du ralentissement de l'économie se ressent surtout chez les premiers acheteurs. Ils sont en attente parce qu'ils entendent dire que les taux vont baisser. Le ralentissement des ventes en Abitibi-Témiscamingue n'a pas eu d'incidence importante sur le prix médian des maisons unifamiliales qui ont été légèrement à la hausse de 2 % à Val-d'Or, 320 000, et à Amos, 255 000. À l'opposé, le prix médian est en baisse de 2 % à Rouyn-Noranda pour s'établir à 295 000.
Ces chiffres font dire à Robert Brière que le marché demeure favorable aux vendeurs dans la région. Il y a peu de ventes et les prix des maisons demeurent intéressants, précise-t-il. Le prix médian a encore augmenté. C'est peu à 2 %, mais ce n'est quand même pas une baisse. Il n'y a pas encore beaucoup de maisons sur le marché, donc les prix n'ont pas tendance à baisser. Chose certaine, en revanche, les propriétaires ne peuvent plus demander un prix injustifié, fait observer M. Brière. Cela dit, le nombre d'inscriptions est en hausse de 21 % dans la région pour se chiffrer à 534. On se rapproche d'un équilibre avec davantage de maisons à vendre, se réjouit Robert Brière. Les maisons restent plus longtemps sur le marché et c'est une bonne chose. Le délai de vente est passé de 71 à 82 jours en un an. Les acheteurs ont plus de temps pour regarder ce qui est à vendre sans se stresser. Ils ont le temps d'en visiter une autre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, signale-t-il. M. Brière dit entrevoir l'année 2024 avec optimisme pour le marché immobilier dans la région. La baisse des taux, même si elle est légère, devrait être suffisante pour motiver les acheteurs à bouger un peu plus, soutient-il. Le volume de vente devrait repartir à la hausse en 2024, mais peut-être plus au printemps ou à l'été. Je pense que le prix médian va aussi se stabiliser avec peut-être une légère hausse, mais rien de majeur comme on a vécu il y a 2 ou 3 ans. Un message important pour les gens qui doivent se rendre à l'hôpital d'Amos d'ici la fin janvier 2024. Dans le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital d'Amos, des lectures en lien avec une étude géothermique doivent être effectuées aux 2 puits tests ayant été forés en décembre dernier dans le stationnement des employés de l'hôpital d'Amos. Une équipe se mobilisera pour quelques jours. Un périmètre devra être érigé pour l'installation des équipements lundi 15 janvier en fin de journée et ce jusqu'au 29 janvier. L'offre de stationnement sera par conséquent réduite. Vous trouverez en annexe les plans montrant les zones qui seront inaccessibles. Nous nous excusons pour les désagréments que ces travaux pourraient vous occasionner et nous vous remercions de votre habituelle collaboration. Plan d'action nordique 2023-2028, l'Abitibi-Témiscamingue est toujours exclue. Une kyrielle de ministres de la Coalition Avenir Québec se sont rendus à Baie-Comeau en décembre dernier pour présenter officiellement le nouveau plan d'action nordique 2023-2028. Au total, Québec injecte plus de 2,6 milliards de dollars pour assurer le suivi d'une trentaine d'actions et entreprendre 45 nouvelles actions en vue de développer le nord du Québec. Les actions visent notamment la connectivité, la reconnaissance des forces du Nord, la vitalité des collectivités et la préservation de l'environnement. Ces objectifs se matérialisent via des programmes de formation de main-d'œuvre, le développement de l'industrie séricole et de la première et deuxième transformation, le développement des opportunités et les ententes sectorielles. Les actions entreprises bénéficient principalement aux résidents au nord du 49e parallèle, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la Côte-Nord et dans le nord du Québec. Cependant, toutes les personnes et entreprises intéressées à développer des affaires avec nos régions nordiques vont bénéficier de ce plan d'action. Présent à Baie-Comeau, le ministre responsable de la région nord du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, a évoqué le rôle essentiel du plan d'action nordique pour le développement du nord du Québec. On est en train de développer un système de communication efficace dans le secteur EU-ICHI. Et en même temps, on est à compléter la deuxième phase de la route Billy Diamond. Il y aura une phase 3. Il y a encore plusieurs dossiers sur la table, notamment l'accès à la justice au Nunavik, la venue de vétérinaires et la création de maisons de jeunes. Le nouveau plan va continuer de jouer un rôle essentiel dans le développement de la région du nord du Québec. Le grand absent dans le plan d'action nordique demeure l'Abitibi-Témiscamingue. Malgré les liens qui se sont tissés et qui se tissent toujours avec le nord, le plan ne prévoit rien pour la région.
Le plan d'action nordique a un effet de levier qui n'a rien de comparable ailleurs, explique Maïté Blanchette-Vézina, mais il fallait tracer une ligne et on a choisi le 49e parallèle. Même si l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas incluse dans le plan, elle va en retirer beaucoup, a renchéri Jean Boulet. Le développement du Nord bénéficie à l'ensemble du Québec et l'Abitibi-Témiscamingue est aux premières loges pour en bénéficier. Mais l'objectif actuellement est de faire du Nord du Québec un milieu de vie intéressant et de bénéficier un peu plus pour notre qualité de vie. Le mois de janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative chronique qui détruit les cellules cérébrales, ce qui provoque avec le temps une détérioration de la mémoire et des capacités de réflexion. La maladie d'Alzheimer ne fait pas partie du processus normal de vieillissement et elle est irréversible. La maladie d'Alzheimer existe depuis le début de l'histoire humaine. Cependant, notre compréhension de la maladie n'est que relativement récente. Au cours des 50 dernières années, des avancées importantes pour reconnaître l'impact de la maladie d'Alzheimer ont été effectuées. Des engagements ont été pris pour découvrir des traitements et un remède. Au cours des 20 dernières années, plus de mesures ont été adoptées pour combattre la stigmatisation entourant la maladie et soutenir les personnes atteintes, les familles et les proches aidants. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. La maladie d'Alzheimer est le trouble neurocognitif le plus répandu. Il représente entre 60 et 80 de tous les troubles neurocognitifs. La maladie d'Alzheimer est une maladie mortelle qui affectera un jour ou l'autre tous les aspects de la vie d'une personne, sa manière de penser, de ressentir et d'agir. Chaque personne est affectée différemment. Bien qu'il soit difficile de prévoir les symptômes, l'ordre dans lesquels ceux-ci se manifesteront ou leur vitesse de progression, il y a des signes précurseurs auxquels vous devez faire attention. La maladie d'Alzheimer est habituellement décrite par des stades qui indiquent la gravité des symptômes. Au stade léger, les symptômes sont légers. Une personne à ce stade de la maladie est pleinement consciente et n'a besoin que d'une aide minimum si elle le demande. Au stade modéré, les symptômes commencent à être plus perceptibles. La personne aura besoin de plus d'aide pour effectuer ses tâches quotidiennes. Une fois que la maladie en est au stade avancé, la personne sera incapable de communiquer verbalement ou prendre soin d'elle. La qualité des soins est importante pour assurer sa qualité de vie. Le dernier stade est celui de la fin de vie. Le déclin cognitif a progressé au point que la personne a besoin de soins en tout temps. On passe alors à des soins palliatifs et à des soins de réconfort pour assurer la qualité de vie jusqu'à ce que la mort survienne. Plus vite la maladie est diagnostiquée, plus les chances d'avoir une meilleure qualité de vie sont élevées. À l'occasion du mois de janvier, mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue a rappelé qu'en 2024, c'est plus de 170 000 Québécois qui seront atteints d'un trouble neurocognitif majeur. Face au vieillissement de la population, ces chiffres vont s'aggraver dans les prochaines années. Dès l'âge de 65 ans, le risque de développer un trouble neurocognitif majeur double tous les 5 ans. D'ici 2040, le nombre de personnes atteintes sera de plus de 300 000 personnes. Les entreprises Sayona et Rameau étudient la faisabilité et la viabilité d'une technologie qui repose sur la plantation de saules à croissance rapide pour valoriser des eaux au complexe minier Lithium Amérique du Nord à La Corne entre Amos et Val-d'Or. Ce projet fournira aussi une biomasse forestière qui pourra être utilisée pour la restauration du site. La technologie EvaPlant, élaborée par Rameau, est déjà utilisée pour réduire les rejets d'eau de lixiviation de sites d'enfouissement. L'entreprise croit qu'elle peut aussi servir aux eaux rejetées par les mines. En plus de réduire les effluents, cette technologie permet de capter du carbone. Plutôt que de rejeter les eaux dans l'environnement,
on les irrigue sur notre technologie et on vient réduire ces eaux par la transpiration des saules. Donc, en fait, on utilise les saules comme un grand évaporateur biologique. Une vitrine technologique a donc été mise sur pied avec la collaboration du groupe MISA, un réseau d'expertise en innovation minière, afin de faire la preuve du concept au complexe Lithium Amérique du Nord de Sayona durant les 2 prochaines années. Selon Rameau, il s'agit d'un premier essai au Québec, voire au Canada. Xavier Lachapelle, associé et directeur phytotechnologie chez Rameau, explique que la compagnie a planté les 20 000 saules à croissance rapide cet été sur une superficie d'un peu plus d'1 hectare. La technologie a été installée et il restera à la mettre en opération au printemps. Ça va permettre de valoriser et de réduire les eaux du site. Les saules utilisent les nutriments présents dans l'eau pour leur croissance, comme l'azote, puis évaporent une grande partie de l'eau. Cette opération devrait permettre de valoriser 3100 mètres cubes d'eau minière, soit l'équivalent d'une piscine olympique, et de capter 16 tonnes de CO2 par année. La plantation de saules à croissance rapide sur le site du complexe Lithium Amérique du Nord présente aussi l'avantage de produire de la biomasse forestière qui pourra être utilisée pour la restauration progressive du site. Cette matière organique est essentielle pour végétaliser, par exemple, les algues de stériles, souvent composées de roches et de morts-terrains. Les saules à croissance rapide peuvent être récoltés tous les 2 à 4 ans. Seules les tiges sont alors récupérées. Le système racinaire reste au sol et produit de nouvelles tiges. Ces productions peuvent durer de 20 à 30 ans. L'idée de Rameau est d'utiliser des saules à croissance rapide qui fixent du carbone et qui traitent en même temps une quantité d'eau qui n'est pas gigantesque, mais qui est suffisante pour dire que ça a un effet. Ça permet aussi de faire croître de la matière organique, des saules qui seront transformés en copeaux de bois. Pour eux, c'est d'un très grand intérêt pour réussir à avancer dans leur objectif de restaurer les activités minières en cours. Sayona voit donc d'un très bon œil son partenariat avec Rameau, qui possède des plantations de saules à la corne. Jean-Luc Bugnon, vice-président environnement chez Sayona, affirme que la compagnie Sayona est fière de participer à ce projet car c'est novateur et 100% québécois. C'est une implication locale et régionale avec une entreprise qui a un pied à terre directement à la corne. Le groupe MISA, qui a travaillé au montage financier du projet, se réjouit aussi de ce partenariat entre les 2 entreprises. Avec Sayona, l'entreprise Rameau est en mesure non seulement de démontrer la performance de sa technologie, mais aussi de démontrer les coûts, les économies liées à cette nouvelle façon de faire. Ça peut réduire les investissements requis liés à la restauration minière et permettre une restauration plus rapide, une réduction plus substantielle de l'empreinte au sol du complexe minier. Ce projet mobilise des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'UQAT. Il reçoit le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que de consortiums de recherche et innovation en bioprocédés industriels du Québec. Sayona bénéficie ainsi d'une aide de 415 200 $. Depuis la période des fêtes, la région a connu un achalandage important dans ses salles d'urgence ainsi que dans certaines unités d'hospitalisation. Cependant, cet achalandage n'est pas comparable à la situation rapportée au niveau de l'ensemble de la province. Bien que des pics d'achalandage et de taux d'occupation élevés aient été constatés, la situation est demeurée sous contrôle en Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs lits de débordement ont été ouverts aux étages d'hospitalisation pour permettre l'hospitalisation des personnes nécessitant des soins, tout en désengorgeant les salles d'urgence. Aucun individu n'a été dirigé à l'extérieur de la région par manque de lits ou en raison du taux élevé d'achalandage. Les équipes à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux ont travaillé assidûment pour trouver des solutions face à cette augmentation des besoins de la population.
Une des raisons principales des consultations et hospitalisations demeure liée au virus respiratoire qui circule abondamment. Plusieurs éclosions sont déclarées en établissement et dans divers milieux de vie. Rappelons qu'il est toujours pertinent et possible de se faire vacciner contre la COVID-19 et l'influenza. De plus, l'importance de se protéger et de protéger les autres en cas de symptômes grippaux tels que la toux, le mal de gorge, la fièvre, la congestion et les courbatures est soulignée. Il est recommandé d'éviter le contact non nécessaire avec les personnes les plus vulnérables, de se couvrir la bouche lorsqu'on éternue ou tousse, de se laver les mains fréquemment et après avoir touché sa bouche ou son nez, et de respecter l'isolement requis en cas de diagnostic d'influenza ou de COVID-19. Il est important de noter que ce ne sont pas toujours les mêmes salles d'urgence qui sont en débordement. Ceci indique que malgré un achalandage important et des délais d'attente potentiels, la capacité de mouvement et de la clientèle, c'est-à-dire l'admission lorsque requise, la réorientation vers d'autres services ou le retour à la maison lorsque possible, est maintenue. Dans l'intervalle, le personnel nécessaire est assuré pour garantir la sécurité et la qualité des soins et des services, et pour cela, la reconnaissance envers les travailleurs de la santé est exprimée. La Fondation Jean Lapointe a annoncé le 4 janvier dernier le lancement de sa 11e édition du défi 28 jours sans alcool, une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds qui encourage la population québécoise à prendre une pause de leur consommation d'alcool pendant tout le mois de février. L'objectif cette année est d'amasser 1 million de dollars, notamment grâce aux inscriptions individuelles de 28 dollars pour soutenir les efforts de prévention et le traitement de dépendance. Cette année, nous pouvons compter sur une belle variété d'ambassadeurs pour promouvoir le défi. Ariel Charret, Danny Saint-Pierre, Éric Preach, Félix-Antoine Tremblay, Lou-Pascal Tremblay, Mélissa Bédard et Virginie Coussa. De plus, Jean-Marie Lapointe, fils de feu Jean Lapointe, unira sa voix à celle des ambassadeurs pour encourager les participants tout au long du défi et ainsi poursuivre l'œuvre de son père. Le défi 28 jours sans alcool est une belle occasion de réaliser tous les bienfaits de prendre une pause de consommation sur sa santé physique et mentale, en plus de sensibiliser la population aux problèmes liés aux dépendances. Cette campagne de sensibilisation d'envergure vise également à soutenir l'œuvre de la Maison Jean Lapointe dans la prévention, la sensibilisation et le traitement des dépendances. En effet, le financement recueilli permet à la Maison d'offrir des services adaptés et un accompagnement ciblé pour toutes les personnes qui en ont besoin. Grâce aux fonds amassés durant le défi 28 jours, il est possible de faire une réelle différence de la prévention au traitement. À la Maison Jean Lapointe, nous accompagnons les personnes en situation de dépendance et leur donnons les outils nécessaires pour se rétablir. Le soutien s'étend également aux familles et aux proches car ceux-ci souffrent aussi. Cette année, tous les participants inscrits auront accès à des réductions chez certains de nos partenaires pour allier plaisir et bien-être tout au long du défi. Aussi, les 1500 premiers participants s'inscrivant avec un don minimal de 128 $ recevront une boîte remplie de produits pour accompagner leur expérience sans alcool. Enfin, la Fondation est fière de s'associer avec Éduc Alcool, cette année, un partenaire de choix pour appuyer le défi. En relevant le défi 28 jours, les participants ont l'opportunité de questionner leur relation avec l'alcool et d'explorer des façons de trouver leur juste mesure. Cette année, le défi 28 jours sans alcool aura lieu du 1er février au 29 février, inclusivement. Les participants auront donc 29 jours pour réaliser le défi. Pour s'inscrire au défi, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au www.defi28jours.com. L'emplacement choisi pour la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets nucléaires à Chalk River n'est pas adéquat selon le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a autorisé la construction de cette nouvelle installation.
La création d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs suscite des inquiétudes. Chalk River est situé près d'Ottawa, au sud du Témiscamingue et près de la rivière des Outaouais. Il y a 50 ans ou un peu plus, cette centrale nucléaire fonctionnait. Il y a des déchets nucléaires qui ont été accumulés et qu'il faut stocker quelque part. Sur le principe de base, il faut agir car on est pogné avec ça. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça en haut d'une petite montagne dans laquelle il y a des ruissellements qui tombent directement dans une rivière à 6 km de la rivière des Outaouais? Demande le député bloquiste Sébastien Lemire avait donné son appui à la Première Nation Anishinaabe de Québec, qui avait fait connaître ses inquiétudes au gouvernement fédéral. Le député craint un déversement de déchets radioactifs et des impacts environnementaux. Est-ce qu'on va devenir sur le bord de la frontière du Québec, sur le bord de la frontière au sud de l'Abitibi-Témiscamingue, la poubelle nucléaire du Canada? Parce qu'il y a d'autres provinces qui produisent du nucléaire. Nous, on a fait le choix que non. On prendrait tous les risques des autres provinces? Ça, pour moi, c'est un non catégorique et c'est une bataille politique qui va commencer. Le Bloc québécois compte interpeller le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, pour que lui stoppe ce projet-là. Plus de 150 municipalités, dont Montréal, s'inquiètent d'une possible pollution de l'eau potable avec du tritium qui pourrait s'échapper de ce centre d'enfouissement. Plusieurs ont appelé par voie de communiqué le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, à intervenir. Il doit inviter ses collègues aux ressources naturelles à bloquer ce sujet. Plusieurs ont appelé par voie de communiqué le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, à intervenir. Il doit inviter ses collègues aux ressources naturelles à bloquer ce projet. Nous ne pouvons risquer de mettre en jeu notre fleuve et la santé de millions de Québécois. Le Canadian Nuclear Laboratories confirme que les parties concernées vont continuer d'être consultées avant de commencer les installations, ce qui pourrait prendre encore plusieurs années. La directrice responsable de la gestion des déchets près de la surface au sein de Canadian Nuclear Laboratories, Megan Vickard, assure que seuls les déchets faiblement radioactifs seront stockés à Chalk River. Des objets tels que des serpillères contaminés, des vêtements de protection et certains déchets commerciaux. Elle ajoute que la compagnie Canadian Nuclear Laboratories a l'intention de respecter tous les engagements envers les communautés autochtones, les organisations ou le public local. Une planification qui semble faire l'unanimité dans les écoles. Selon les centres des services scolaires de la région, le programme du ministre Drainville pourra répondre aux besoins des différentes écoles. Parmi les mesures de rattrapage pour les élèves, on y compte du tutorat en dehors des heures de classe pour tous les élèves, une aide spécialisée pour les élèves ayant des besoins particuliers, des cours d'été gratuits pour les élèves de 4e et 5e secondaire, plus de soutien aux organismes et partenaires en éducation, une offre de rattrapage pendant la semaine de relâche. Certaines modifications seront apportées au calendrier scolaire et aux épreuves ministérielles, soit un nouveau calendrier pour les épreuves ministérielles de mai et juin, une nouvelle pondération pour les épreuves ministérielles, le report de la date de remise du bulletin de la deuxième étape, du tutorat à l'extérieur des heures de classe sur une base volontaire et des modifications de date et pondération aux épreuves ministérielles sont entre autres prévues. Il faut désormais maintenant que des enseignants acceptent d'accompagner les élèves en difficulté en leur offrant du temps le soir ou durant la semaine de relâche. Dans la région, les élèves ont manqué 8 jours de classe comparativement à 24 jours ailleurs dans la province. Mais il resterait encore du rattrapage à faire dans les écoles. Le plan de rattrapage scolaire entrera en vigueur à la fin du mois de janvier. D'ici là, la planification de chacun des centres de services scolaires devra être envoyée au ministère de l'Éducation d'ici le 22 janvier prochain. Les entrepreneurs vont devoir continuer de se retrousser les manches en 2024.
C'est ce que confirme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dans son dernier bilan. La pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des charges et la diminution des investissements ont donné du fil à retordre aux petites et moyennes entreprises dans la dernière année. Une pression qui s'est fait ressentir dans plusieurs entreprises de la région. L'indice de confiance annuel des entrepreneurs serait aussi drastiquement à la baisse. Mais dans certains secteurs d'activité, l'espoir est encore au rendez-vous. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ne mâche pas ses mots. L'année 2024 sera décisive pour les PME. Plusieurs ressources sont toutefois disponibles pour les entrepreneurs dans la région, notamment en matière d'immigration. C'est d'ailleurs le 18 janvier que les PME vont devoir rembourser les prêts gouvernementaux qu'ils ont reçus durant la pandémie de la COVID-19, ce qui engendrera des difficultés financières pour certaines PME qui devront fermer les portes. Certaines entreprises ont reçu une aide financière pouvant aller jusqu'à 60 000 $. Les accidents et les noyades sont multiples et en hausse sur les plans d'eau du Québec. Des précautions sont à prendre pour éviter une tragédie, rappelle Rénal Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Il recommande notamment de ne pas s'aventurer seul sur les surfaces gelées. Une fois sur deux, il n'y a personne pour extirper la victime de l'eau, personne pour appeler le 911, personne pour nous relater l'histoire qui s'est vraiment passée, puisque les victimes étaient seules au moment de leur incident. Alors, ne pas aller seul sur un plan d'eau ferait en sorte de réduire de façon très significative le nombre de décès liés à l'eau par année au Québec, souligne M. Hawkins. Celui-ci recommande aussi aux amateurs de motoneige d'éviter les sentiers non balisés, même s'il s'agit des lieux qu'ils connaissent bien. Dites-vous que si le club de motoneige a décidé de ne pas faire de sentiers balisés sur le cours d'eau, que normalement vous traversez à chaque année, c'est parce que la glace n'est pas encore au rendez-vous. Et c'est encore plus vrai pour les rivières à cause des courants sous la surface de la glace, fait observer Rénal Hawkins. En plus de la forte présence du SRAS-CoV-2, il y a une panoplie d'autres virus respiratoires qui circulent, notamment le VRS et l'influenza. Précisons que le pic de grippe est encore à venir car il serait attendu d'ici la fin janvier. Généralement, une personne développe des symptômes entre 1 et 5 jours après avoir été infectée par le SRAS-CoV-2. Environ 20 % des personnes sont asymptomatiques, 64 % ont des symptômes légers, 16 % ont des symptômes sévères nécessitant une hospitalisation. Le variant JN.1 est au cœur du problème. Même si on se dit qu'on a des vaccins, qu'on a appris, c'est un virus qui est jeune dans son entrée dans la population humaine. Il y a encore du terrain à couvrir avant d'avoir un semblant de stabilité, un cycle plus normal. Il faudra probablement encore quelques années avant d'atteindre cet équilibre. Il y a une incompréhension quant à la différence entre le risque individuel et le risque collectif. Oui, un individu en santé n'a peut-être pas de chance élevée de mourir de la COVID-19, mais moins il y a de maladies qui circulent, moins les personnes vulnérables sont infectées. Et ça, c'est un fardeau de moins sur le système de santé. Il faut arrêter de penser seulement à l'effet individuel, mais de penser au niveau populationnel. Les enseignants auront droit à une bonification moyenne de 4 % par rapport aux augmentations salariales consenties sur 5 ans à l'ensemble des syndiqués du Front commun. Début janvier, des détails avaient circulé en ligne selon lesquels le Front commun avait obtenu des augmentations salariales de 17,4 % sur 5 ans pour les 420 000 travailleurs du secteur public qu'il représente. Cette information avait été publiée puis retirée d'un communiqué du Front commun composé de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS. Selon la grille salariale complète proposée aux membres, la première année de l'entente prévoit une augmentation de 6 %. Par la suite, les augmentations sont de l'ordre de 2,8 % pour 2024,
2,6 pour 2025, 2,5 pour 2026 et 3,5 pour 2027. Avec la bonification, les enseignants verront leur salaire augmenter de 17,4 à 24,5 sur 5 ans, selon leur échelon. Concernant les suppléances, le montant offert passera de 46,52 à 100,28 pour une période de 60 minutes pour un enseignant cumulant 16 ans d'ancienneté. Du côté de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec, 3 350 nouveaux postes permanents seront ouverts. Un nouveau statut sera également créé, celui d'enseignant permanent à temps partiel. L'entente de principe prévoit par ailleurs que les affectations des enseignants temporaires seront complétées le 8 août de chaque année. Les enseignants du primaire n'auront plus à faire de surveillance d'ici 2027-2028. Cette mesure coûtera plus de 40 millions de dollars au gouvernement. Des ressources seront également ajoutées dans 20 des classes de maternelle 5 ans. Dans les milieux difficiles de niveau secondaire, des techniciens en éducation spécialisée, entre autres, seront ajoutés. Au total, ces mesures coûteront un peu plus de 43 millions de dollars. Les membres du syndicat de l'enseignement de l'Estrie sont les premiers à voter mercredi soir après une séance d'information en ligne. Le Front commun a observé 11 jours de grève en novembre et en décembre dernier. Une entente de principe a été conclue avec Québec pendant les fêtes, ce qui a écarté la menace d'une grève générale illimitée. Cette entente doit maintenant être approuvée par les syndiqués lors d'assemblées générales qui se tiendront du 15 janvier au 19 février. Pour que l'entente devienne une convention collective, il faudra que plus de 50 des 420 000 travailleurs du Front commun l'acceptent. Le gouvernement du Québec ne semble toujours pas prêt de s'entendre avec la Fédération interprofessionnelle de la santé sur le renouvellement de la Convention collective des infirmières. Après une pause médiatique recommandée par le conciliateur, le président de la FIC en Abitibi-Témiscamingue, Jean-Sébastien Blais, a pris la parole ce lundi. Il estime que les négociations sont bloquées concernant des points névralgiques pour les membres du syndicat. M. Blais cite en exemple le ratio infirmière-patient, le temps supplémentaire obligatoire et la flexibilité dans les déplacements réclamés par le gouvernement qui souhaite que les infirmières puissent changer de département ou d'endroit selon les besoins. Aucune nouvelle date de grève n'est prévue, mais le président du syndicat rappelle que les membres ont voté en faveur d'un mandat de grève générale illimité. C'est fort possible qu'on utilise la grève générale illimitée si le gouvernement maintient sa position sur le déplacement, parce que ça, c'est un non catégorique. Les gens nous ont dit qu'ils allaient se battre jusqu'au bout pour ce point. Si le gouvernement peut faire une concession là-dessus, je crois que les gens vont cheminer rapidement. Jean-Sébastien Blais ajoute que ses membres souhaitent aussi qu'une mesure spécifique soit annoncée pour l'Abitibi-Témiscamingue afin d'y attirer et de retenir le personnel. En ce mois de janvier, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec se réjouit de célébrer une année de plus l'engagement indéfectible des bénévoles et du personnel œuvrant dans les télévisions communautaires du Québec, soulignant ainsi leur contribution inestimable au rayonnement de la culture québécoise. Alors que le 21 janvier marquera le jour du drapeau du Québec, il est crucial de reconnaître le rôle essentiel joué par nos télévisions communautaires autonomes dans la promotion de l'identité québécoise. Elles sont des gardiennes de la culture québécoise. En mettant en avant les artisans locaux, les événements et les histoires inspirantes de nos communautés, elles contribuent directement à l'enrichissement et à la prévention de notre patrimoine. En tant que fenêtre ouverte sur la diversité et la créativité québécoise, elles sont des actrices clés dans la mise en lumière des talents et des initiatives locales. Soulignons la présence essentielle des bénévoles dans le fonctionnement des télévisions communautaires autonomes.
Leur dévouement permet de mettre en lumière des histoires locales, inspirantes et de renforcer les liens au sein de nos communautés. Le personnel dévoué des télévisions communautaires autonomes joue également un rôle crucial dans la pérennité des télévisions communautaires autonomes, travaillant sans relâche pour assurer une diffusion sans faille et une programmation variée. Leur passion contribue directement à l'impact positif de nos médias communautaires. En cette période significative du début de l'année, la Fédération encourage la population à soutenir activement les télévisions communautaires autonomes en devenant membre de l'une d'entre elles. Une contribution financière symbolique permet à chaque citoyen de collaborer à la vitalité de ces médias, renforçant ainsi notre capacité collective à préserver la richesse culturelle du Québec. Cette adhésion offre une opportunité à tous de participer activement à la promotion de la diversité culturelle, sociale et artistique au sein de nos communautés. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec réitère sa reconnaissance envers le public qui partage cet engagement en faveur de ce média communautaire essentiel à notre démocratie. Pour devenir membre ou bénévole d'une télévision communautaire autonome près de chez vous, consultez le répertoire sur notre site internet www.fedtvc.qc.ca. Votre soutien contribue à mettre en valeur la richesse de nos communautés. Alors que les libéraux et les néo-démocrates négocient la forme que devrait prendre le futur régime national d'assurance médicaments, un nouveau sondage suggère que ce projet de loi n'est pas en tête de liste des priorités pour la plupart des Canadiens. Les participants au sondage de Léger ont été invités à nommer leurs 2 principales priorités en matière de soins de santé. Seulement 18 % d'entre eux ont répondu que le gouvernement fédéral devrait accorder la priorité à la création d'un nouveau programme d'assurance médicaments universel à payeur unique. Un financement accru pour réduire les temps d'attente en chirurgie, la construction d'un plus grand nombre d'établissements de soins de longue durée et l'expansion des services de santé mentale ont recueilli beaucoup plus de soutien, soit 36 %, 32 % et 30 % respectivement. Tout cela passe avant le régime universel d'assurance médicaments à payeur unique, indique le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque. Parmi les personnes interrogées, seulement 22 % ont indiqué qu'un nouveau régime d'assurance médicaments devrait remplacer celui de base qu'ils reçoivent de leur employeur. Une proportion de 44 % des répondants est favorable à un régime qui offrirait une couverture aux personnes ne bénéficiant pas d'une assurance médicaments, aux personnes âgées et aux personnes gagnant moins de 90 000 $ par année. Cela est probablement dû, dans une certaine mesure, au fait que 2 Canadiens sur 3 bénéficient d'une assurance maladie privée, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur conjoint, avance M. Bourque. Bien qu'il ne semble pas y avoir un soutien massif en faveur d'un régime national d'assurance médicaments, il n'y a pas non plus d'opposition catégorique à l'idée, fait remarquer le représentant de Léger. Même si les libéraux et les néo-démocrates s'entendent sur le libellé d'un projet de loi sur l'assurance médicaments, rien ne garantit que le gouvernement aille de l'avant avec un régime national d'assurance médicaments dans l'immédiat. Le projet de loi est essentiel pour s'assurer le soutien du NPD et éviter des élections avant le scrutin prévu en 2025. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder le spectacle intitulé « Les violons amoureux ». Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.